Expulsé à l'adolescence à cause de rumeurs fausses répandues par mon frère, des années plus tard mes parents voient mon succès et demandent de l'argent après m'avoir abandonné. Je suis une femme de 28 ans avec un frère jumeau. En grandissant, mon frère jumeau et moi avons reçu un traitement très différent de la part de nos parents. Mes parents semblaient sincèrement convaincus, pour une raison quelconque, que mon frère était destiné à la grandeur, tandis que j'étais considéré comme le mouton noir simplement parce que j'étais plus intéressé par le sport ou par me faire de nouveaux amis que par les études. Ils nous comparaient constamment, ce qui était démoralisant et blessait mon estime de moi dès mon plus jeune âge. Enfant, j'ai dû regarder mon frère organiser des fêtes extravagantes pour notre anniversaire avec ses amis, tandis que j'étais traité comme une quantité négligeable. Il avait souvent des soirées pyjama avec ses amis, alors que je n'étais même jamais autorisé à inviter mes amis chez nous. Pour être honnête, je détestais chaque minute de mon enfance. La seule personne de la famille qui semblait se soucier de moi était ma grand-mère. Lorsqu'elle nous rendait visite, elle m'apportait toujours mes chocolats préférés et me glissait parfois quelques euros pour que je puisse me faire plaisir plus tard. Au fil des ans, ce favoritisme flagrant pour mon frère jumeau s'est progressivement transformé en abus émotionnel à mon égard. Mes parents se moquaient ouvertement de mes notes et dénigraient mes passe-temps. J'avais l'impression que, peu importe mes efforts, je ne pouvais jamais répondre à leurs attentes d'être l'enfant parfait. Bien que j'étais doué pour le sport, ils m'interdisaient de participer à des activités extrascolaires, car ils voulaient que je me concentre uniquement sur les études, comme mon frère. C'était frustrant et je me sentais impuissante. Plus tard, en seconde, j'ai été puni à nouveau, et cette fois, le crime était d'avoir Snapchat sur mon téléphone. Je n'avais rien fait de mal, sauf que, comme tous les adolescents de mon âge, j'avais téléchargé cette application pour rester en contact avec mes amis. Cependant, selon mes parents, c'était un crime énorme et une violation de leur confiance, car ils m'avaient interdit de communiquer avec mes amis. Ils sont devenus fous et ont jeté toutes mes affaires dans la pièce. Ensuite, ils ont enlevé les portes de mes gonds et m'ont dit que je n'aurais aucune intimité tant que je vivrais sous leur toit. En voyant mes parents m'abuser de cette manière, mon frère jumeau, au lieu de me soutenir, a rendu ma vie encore pire. L'environnement toxique créé par les actions injustes de nos parents lui a permis d'exploiter la situation à son avantage. Il a adopté un schéma de mensonge à mon sujet, m'accusant faussement de choses que je n'avais jamais faites, afin de s'en tirer. S'il volait quelque chose, il rejetait facilement la faute sur moi, et mes parents, déjà enclins à croire le pire à mon sujet, acceptaient volontiers ces mensonges. Ils me rabaissaient devant mes amis à l'école et se moquaient de mon apparence. Malgré cela, j'avais un large cercle d'amis à l'école parce que j'étais accessible et ouverte à nouer des relations. Mon frère, en revanche, avait des difficultés sociales et commençait à m'en vouloir de pouvoir parler aux gens alors que lui, introverti, se sentait mal à l'aise. Cette jalousie a atteint son paroxysme lors de notre fête d'anniversaire de 14 ans, lorsque personne ne s'est présenté pour lui. Je ne sais pas pourquoi ses amis lui ont fait cela, mais en contraste frappant, mes amis m'ont emmené manger une glace et j'ai passé une journée merveilleuse. Cela a encore plus irrité mon frère. Pour se venger, mon frère a commencé à répandre de fausses rumeurs à l'école à mon sujet, me dépeignant comme une enfant gâtée. Il racontait faussement à tout le monde que je l'abusais physiquement à la maison, car nos parents l'aimaient plus. Pour fabriquer des preuves, il se frappait délibérément, s'infligeant des blessures comme un œil au beurre noir ou une épaule meurtrie. Le lendemain, il se présentait à l'école, affichant fièrement les blessures auto-infligées comme preuve de ma prétendue violence. Les mensonges sur ses prétendus yeux au beurre noir ont commencé à gagner du terrain et les gens ont commencé à croire sa version déformée des événements. Il n'a pas fallu longtemps avant que des murmures commencent à circuler et même mes amis commencent à me regarder avec suspicion. Au début, j'ai remarqué des changements subtils. Des amis qui me parlaient autrefois dans les couloirs sont soudainement devenus distants, les invitations aux sorties de groupe sont devenues de plus en plus rares. C'était comme si un interrupteur avait été actionné et que les gens hésitaient à s'associer avec la fille soi-disant gâtée accusée de violence. Un jour, j'ai rassemblé le courage de demander à mon ex-meilleure amie pourquoi les choses avaient changé entre nous. Elle m'a révélé les détails des mensonges que mon frère avait racontés à tout le monde, m'accusant de choses que je n'avais jamais faites. J'étais choqué par ces paroles. Le sentiment était un mélange d'incrédulité et de trahison, comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. Mon frère, quelqu'un avec qui j'avais grandi, répandait des mensonges à mon sujet, m'accusant de choses que je n'aurais même jamais rêvé de faire. C'était une trahison qui me coupait profondément, me laissant avec un nœud à l'estomac et un cœur lourd. J'ai confronté mon frère le lendemain à l'école, mais il a choisi de m'ignorer. Je l'ai supplié d'arrêter de mentir à mon sujet, mais il m'a souri et m'a dit que je méritais de pourrir seul. J'étais sans voix parce que ses mensonges et son comportement commençaient à me faire peur. Je voulais parler à mes parents, mais j'avais peur qu'ils croient mon frère plutôt que moi.
L'isolement faisait mal, surtout parce que j'avais toujours été ouverte à me faire des amis. C'était comme si les mensonges alimentés par la jalousie de mon frère détruisaient les relations que j'avais construites au fil des ans. Les enseignants aussi ont commencé à entendre les rumeurs. C'était une expérience surréaliste, comme si je vivais dans une réalité parallèle où mon véritable moi était éclipsé par l'histoire malveillante tissée par mon propre jumeau. Les rumeurs ont rapidement atteint les oreilles de la principale, et mon pire cauchemar est devenu réalité. La principale m'a immédiatement convoqué, ainsi que mon frère et nos parents, pour discuter de ces rumeurs. J'étais assise là, le cœur battant, tandis que la principale exigeait la vérité. J'espérais que mon frère finirait par avouer, mais au lieu de cela, il a persisté dans ses mensonges. Il a dit à la principale que les rumeurs étaient vraies et m'a dépeinte comme une brute qui le battait quand nos parents n'étaient pas là. Je ne pouvais pas le croire. Le choc m'a envahi alors que mon frère continuait à tisser cette histoire tordue sur la façon dont j'étais en colère contre lui pour avoir reçu plus d'amour de nos parents. C'était un tas de mensonges, mais il s'y est accroché comme de la glu. Ma mère a commencé à pleurer en entendant l'histoire de mon frère, s'accrochant à lui comme s'il était une sorte de héros. Mon père a essayé de réconforter mon frère, lui disant qu'il était courageux de parler et qu'il s'assurerait que rien ne lui arriverait jamais. Après cette journée, j'ai essayé de me défendre, plaidant avec la principale que tout était inventé. Je me sentais comme si je me noyais dans un océan d'accusations, désespérément essayant de nager jusqu'à la surface, mais mon frère a persisté, insistant sur le fait que j'étais une personne en colère et violente, prenant mes frustrations sur lui chaque jour. Les larmes de ma mère continuaient de couler alors qu'elle s'accrochait à mon frère, me lançant des regards accusateurs. C'était comme se battre contre un mur de croyances dans l'histoire inventée de mon frère. La principale m'a sévèrement réprimandé, disant que l'école ne tolérait pas le harcèlement et que c'était un motif de suspension. J'ai plaidé avec elle de ne pas me suspendre, mais elle a secoué la tête, disant qu'elle ne pouvait pas simplement laisser passer. J'ai supplié, les larmes coulant sur mon visage, essayant de lui dire que je n'avais rien fait à mon frère. La principale m'a fermement dit que je serais suspendu pendant 10 jours pour que les autres voient cela comme un exemple de ne jamais harceler personne. Cela m'a frappé durement et j'ai commencé à pleurer encore plus, pratiquement suppliant de reconsidérer. Mes parents, en colère et embarrassés par toute la situation, m'ont traîné hors du bureau de la principale. Je ne voulais pas partir, je voulais plaider ma cause et leur faire comprendre, mais ils n'avaient rien à faire de cela. Nous avons quitté l'école, mon cœur lourd de frustration et d'humiliation. En arrivant à la maison, les choses ont pris un tour dramatique. Mon père a commencé à emballer mes affaires sans prévenir. J'étais choquée, confuse et je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Ma mère lui a demandé ce qu'il faisait, mais il a simplement crié qu'il ne pouvait pas me laisser vivre dans la même maison que mon frère. J'étais en larmes, pratiquement à genoux, suppliant mon frère de leur dire la vérité, mais il est resté froid, impassible face à mes émotions. Mon père a continué à emballer mes affaires, puis a jeté la valise dans notre entrée. Je m'accrochais aux jambes de mon père, le suppliant toujours de ne pas me jeter dehors. C'était comme un cauchemar qui se déroulait. Il m'a dit qu'une brute comme moi ne méritait pas de vivre dans sa maison et qu'il demanderait à sa mère, ma grand-mère, de venir me chercher si elle le voulait. C'était comme si le monde s'était effondré sous mes pieds. Je me tenais là, sous le choc, entouré de mes affaires éparpillées dans l'entrée, expulsé de ma propre maison. Finalement, ma grand-mère est arrivée. Elle a rassemblé toutes mes affaires et m'a aidé à les placer dans la voiture, m'installant sur le siège passager. Elle s'est assurée que j'avais ma ceinture de sécurité avant de se diriger vers la porte d'entrée de mes parents. Elle a sonné à la porte. Lorsque mon père a ouvert, elle a commencé à lui crier dessus pour m'avoir traité de cette manière. Avec une détermination ferme, elle l'a averti que s'il s'approchait de moi ou essayait de me contacter à nouveau, elle n'hésiterait pas à impliquer la police ou les services de protection de l'enfance, car ce qu'il m'avait fait pourrait potentiellement le conduire en prison. Ma mère, tentant de détourner le blâme, lui a dit que c'était ma faute. Cependant, ma grand-mère n'a rien voulu entendre. Elle a tenu bon, me défendant, soulignant que j'étais juste une enfant qui ne méritait pas d'être traitée de manière aussi impitoyable. C'était la première fois de ma vie que je ressentais à quel point ma grand-mère était puissante. Elle ne s'est pas inclinée devant mes parents et, contrairement à ce qu'ils croyaient, elle me faisait confiance. Finalement, nous sommes partis, laissant derrière nous ma maison, le seul endroit où j'avais grandi. Je ne peux même pas commencer à décrire la douleur indescriptible que j'ai ressentie à ce moment-là. Je me souviens juste de pleurer sur le lit et de ne rien manger, malgré les encouragements de ma grand-mère. Je lui ai dit ce que mon frère avait fait et elle était choquée aussi. Elle m'a assuré qu'elle croyait en ma version de l'histoire et j'étais heureuse d'avoir au moins une personne qui me soutenait. Lorsque les 10 jours de suspension ont été levés, la perspective de retourner à l'école ressemblait à entrer dans l'antre du lion.
En entrant dans les couloirs familiers, les visages de mes camarades de classe parlaient fort, jugement, murmures et regards en coin. Le poids des fausses accusations continuait de planer dans l'air. Pendant ce temps, mon frère m'ignorait ouvertement et agissait comme si je n'existais pas. Il s'était fait des amis avec quelques personnes qui croyaient en sa version de l'histoire et le voyaient comme la victime de mes attaques. Peu importe à quel point j'essayais de raconter ma version de l'histoire à quiconque, cela tombait dans l'oreille d'un sourd. J'étais une paria, marquée d'une étiquette injuste qui s'accrochait à moi comme une ombre, peu importe où j'allais. La salle de classe, la cafétéria, les couloirs. Les yeux qui rencontraient les miens étaient remplis de mépris et de méfiance. Je suis devenu une solitaire. Je gardais la tête baissée et assistais à tous mes cours, déjeunais seul à la cafétéria et rentrais directement à la maison. Je n'avais pas d'amis et il semblait que tout le monde ne voulait pas vraiment de moi là-bas. Pendant tout ce temps, mes parents ne m'ont jamais appelé pour prendre de mes nouvelles. Ma grand-mère me rappelait constamment que ce n'était pas ma faute et que la vie finirait par s'améliorer. J'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires avec de bonnes notes et j'espérais avoir une meilleure vie à l'université. Ce n'est que lorsque je suis parti à l'université que j'ai ressenti pour la première fois ce que la liberté signifiait. Pour la première fois, personne ne surveillait mes épaules, personne ne comparait mes notes et personne n'essayait de rivaliser avec moi. J'ai rencontré des gens et formé des amitiés avec des personnes partageant les mêmes idées. Malgré les cicatrices émotionnelles et physiques que j'avais subies au fil des ans à cause de ma famille et de mes pères, je me suis concentré sur le fait de tout laisser derrière moi et de profiter de cette expérience universitaire autant que possible. Pendant cette période, j'ai découvert mon talent pour la rédaction de contenu. J'avais toujours voulu être écrivaine, mais je n'étais pas sûr que ce soit viable à long terme. J'ai donc décidé d'abandonner mon rêve, mais pour gagner un peu d'argent, j'ai décidé de commencer à écrire en freelance. Je me suis inscrite sur divers sites de freelance, ce qui m'a aidé à obtenir des emplois auprès de clients prestigieux. C'est ainsi que j'ai lentement commencé à construire un portfolio de mon travail. Tout au long de l'université, j'ai maintenu ce travail parallèle et je n'ai jamais demandé un centime à mes parents. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme universitaire, au lieu de prendre un emploi en entreprise, j'ai réalisé que je pouvais poursuivre la rédaction de contenu comme un emploi à temps plein. Je m'en sortais bien grâce aux multiples clients et aux relations professionnelles à long terme que j'avais établies avec eux, ce qui leur permettait de m'impliquer dans plusieurs de leurs projets. Avoir une carrière de freelance légitime m'a non seulement rendue financièrement indépendante, mais m'a également permis de voyager à travers le monde en tant que nomade numérique. Voyager m'a aidé à guérir de mon passé, même si ce n'était certainement pas facile. J'ai économisé autant que possible et j'ai pris un risque sur moi-même. Au fil des ans, j'ai vu tellement de choses dans le monde et pourtant il me reste encore tant à voir. La seule personne que je considérais comme ma famille pendant tout ce temps était ma grand-mère, et je l'adorais absolument. Elle était très triste quand j'ai déménagé, mais elle comprenait que j'avais besoin d'être indépendante. Malgré mon emploi du temps chargé, je faisais en sorte d'être là pour elle chaque fois que je le pouvais. Je lui rendais visite le week-end, partageant souvent des repas ensemble ou simplement assises sur la véranda, engagés dans des conversations qui allaient des contes d'enfance aux événements plus récents. Les week-ends, je consacrais des après-midi entiers à l'aider avec les tâches ménagères ou à l'accompagner au parc local pour une promenade tranquille. Récemment, j'ai terminé l'un des projets les plus importants de ma carrière. Je ne peux pas mentionner la marque, mais j'ai eu l'immense chance d'écrire des blogs et des descriptions de produits pour eux. Après la fin du projet, j'ai demandé à l'équipe avec laquelle j'ai travaillé de laisser des avis positifs sur mes sites web, ce qu'ils étaient plus qu'heureux de faire. Ensuite, j'ai pris des captures d'écran de certains de leurs avis pour les publier sur mon Instagram, sachant que travailler avec cette marque était une grande affaire. Comme prévu, de nombreux autres rédacteurs de contenu m'ont contacté pour me féliciter de mon succès professionnel et ont même republié mon histoire pour aider à diffuser la nouvelle. C'est ainsi que j'ai commencé à recevoir des messages de la part d'inconnus qui avaient également besoin d'aide pour leur site web. Mes proches l'ont également remarqué et certains d'entre eux m'ont contacté pour me féliciter. Finalement, j'ai été contacté par le principal de mon université. Il m'avait contacté après avoir vu que je m'en sortais bien et voulait que je vienne à l'université pour un séminaire afin de parler aux étudiants de la construction d'une carrière en tant que rédactrice de contenu. J'étais assez nerveuse car je ne suis pas à l'aise avec la prise de parole en public, mais j'ai décidé de prendre un risque et j'ai accepté. Lorsque je me suis retrouvé devant des visages avides, partageant mes expériences et mes idées, j'ai eu l'impression que ma vie avait bouclé la boucle. Dans mon discours, j'ai parlé des défis auxquels j'avais été confronté et de la manière dont j'avais travaillé dur pour subvenir à mes besoins malgré tous les jours difficiles. C'était vraiment une expérience très gratifiante d'autonomiser les autres et de contribuer à la croissance de la communauté des écrivains. Certaines de mes vidéos ont commencé à devenir virales dans des groupes Facebook, car les gens s'y identifiaient. C'était agréable d'être enfin reconnu pour mon travail acharné. La semaine dernière,
j'ai été invité à parler dans une émission de télévision locale. C'était une émission sur les avantages de la rédaction de contenu et ils m'ont invité à partager mon parcours et mes idées avec leurs téléspectateurs. J'étais un peu nerveuse mais aussi excitée par l'opportunité. Pendant l'émission, j'ai parlé de mes expériences, de l'importance des avis clients et de la manière dont un simple message d'appréciation pouvait ouvrir des portes vers des opportunités incroyables. L'opportunité de toucher un public plus large et d'inspirer davantage de personnes dans le domaine était à la fois humble et exaltante. Lorsque l'émission a finalement été diffusée, j'ai partagé certains de ces extraits sur mon Instagram, car j'étais fier d'avoir été invité à une émission de télévision. C'est ainsi que mes proches et mes cousins ont commencé à découvrir à quel point je réussissais dans ma carrière. Vous voyez, comme mes parents ne parlaient jamais de moi à personne, ils n'avaient aucune idée que je travaillais avec des marques populaires et que j'étais invité à des émissions de télévision. C'est ainsi que la nouvelle s'est rapidement répandue dans ma famille. Je suppose que cette interview télévisée a finalement atteint les oreilles de mes parents, car quelques jours plus tard, j'étais en train de travailler sur un autre projet et j'avais mis mon téléphone en silencieux. Lorsque j'ai terminé mon travail, j'ai vérifié mon téléphone. À ma grande surprise, il y avait 6 appels manqués de ma mère. J'étais honnêtement choqué de voir son nom sur mon téléphone, car cela faisait très longtemps qu'elle ne m'avait pas appelé. Après toutes ces années de silence, je ne pouvais pas comprendre pourquoi elle m'appelait. Hésitante, je l'ai rappelée et elle a immédiatement décroché. Je lui ai demandé si tout allait bien et ma mère a commencé à me féliciter. Mon père, probablement assis juste à côté de ma mère, s'est joint à la conversation et a commencé à s'enquérir de ma vie et de mon bien-être, et j'ai répondu à leurs questions sans trop y penser. Cela ne m'a pas semblé inhabituel jusqu'à ce qu'ils commencent à me demander combien je gagnais ces jours-ci. Je leur ai dit que ce n'était pas leurs affaires et mon père a répondu que nous étions une famille, donc je ne devrais pas être timide pour leur dire mon revenu. Je lui ai dit que j'allais bien financièrement. En entendant cela, ma mère a commencé à dire à quel point leur vie était difficile ces jours-ci. Mes sourcils se sont froncés de suspicion. En gros, notre conversation s'est déroulée comme suit. Maman, nous sommes à la retraite maintenant et nous voulons rénover la maison depuis un moment. Elle n'est pas en bon état, mais nous n'avons plus d'économie. Moi, d'accord, maman. Maman, ton succès nous a donné de l'espoir. Après avoir regardé ton interview télévisée aujourd'hui, nous avons pensé que tu pourrais peut-être nous aider en payant pour les rénovations. Papa, après tout, nous sommes une famille. Tu ne devrais pas hésiter à partager une partie de tes revenus avec nous. Nous pourrions vraiment utiliser ton aide. Moi. Tu te moques de moi? Pourquoi me demandes-tu de l'argent alors que tu ne m'as pas parlé pendant des années? Je ne sais pas ce qui t'a poussé à me contacter. Bien que j'apprécie les félicitations, je ne vais pas t'aider de quelque manière que ce soit. En entendant cela, ma mère a commencé à dire à quel point j'étais égoïste et que je devais les soutenir en tant que famille. Mon père a ajouté que, en tant que parent, ils méritaient d'être pris en charge et que c'était le moins que je puisse faire. J'étais tellement en colère que je voulais leur dire le fond de ma pensée. Soudain, j'ai eu une idée. Au lieu de simplement me disputer avec eux, je devais leur donner une leçon pour toujours, en pensant qu'ils pourraient profiter de moi après m'avoir maltraité toutes ces années. J'ai dit à mes parents que j'étais prête à les aider, mais à une condition. Mon père m'a curieusement demandé ce que c'était. Sans hésitation, j'ai exposé ma demande. Moi, si vous voulez mon aide, vous devez publiquement admettre, devant notre famille et nos amis, que mon frère était le cerveau derrière les rumeurs blessantes qui ont terni ma réputation. Je veux que vous humiliiez mon frère de la même manière que vous m'avez humilié en croyant à ses mensonges et à ses manipulations. Je veux que vous assumiez la responsabilité de vos actes et que vous reconnaissiez la douleur que vous avez causée. En entendant ma condition impossible, mon père a commencé à remettre en question la nécessité d'une telle admission. Ma mère m'a dit à quel point tout cela était inutile et que nous pourrions avoir une discussion privée sans impliquer les autres, mais j'ai tenu bon. Cette condition était non négociable, un préalable à toute aide que je pourrais leur offrir à l'avenir. Alors que la tension montait, mon père a élevé la voix, affirmant son rôle de père et insistant sur le fait que c'était mon devoir d'aider ma famille dans le besoin. Ma mère, dans un dernier effort, m'a supplié de faire ce qu'il fallait et de les aider, soulignant les années qu'ils avaient passées à m'élever. Je ne pouvais m'empêcher de trouver de l'ironie dans leur soudain appel. Je leur ai rappelé le passé, le fait qu'ils m'avaient mis à la porte et que c'était ma grand-mère qui m'avait élevé, pas eux. Ils sont devenus de plus en plus agités, mais je leur ai dit fermement que s'ils voulaient établir un contact avec moi et chercher mon aide financière à partir de maintenant, alors la vérité devait être reconnue publiquement et mon frère devait faire face aux conséquences de ses actes. Depuis cette conversation, mes parents n'ont cessé de m'appeler, mais je les ignore. Je commence à regretter de les avoir rappelés ce jour-là. Je voudrais savoir si je serais vraiment en tort si je ne les aidais pas du tout. Mise à jour.
Cela a été une semaine tumultueuse depuis que j'ai partagé mon histoire pour la dernière fois, et le soutien et les encouragements que j'ai reçus de tout le monde ont été écrasantes. C'est réconfortant de savoir que je ne suis pas seul pendant cette période. Je suis heureuse que tout le monde soit d'accord pour dire que je ne devrais pas m'engager avec mes parents ou même envisager de les aider après ce qu'ils m'ont fait subir. La raison pour laquelle je leur ai donné une telle condition, c'est parce que je savais que c'était pratiquement impossible pour eux de le faire. Je sais qu'ils aiment mon frère trop pour jamais le mettre dans une situation similaire à celle qu'ils m'ont fait subir. Aujourd'hui, mon frère m'a envoyé un message méchant après que mes parents aient encore essayé de me contacter et que j'ai refusé de répondre à leurs appels. Voici ce qu'il a écrit. « Salut sœur, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu et je peux te dire que chaque jour sans toi dans ma vie a été génial. J'ai entendu que maman et papa t'ont contacté et que tu leur as donné un ultimatum faux. Ils ne vont jamais le faire, tu le sais. Non. Ils ne t'ont clairement jamais aimé et ils ne feront jamais rien pour te blesser. J'admets que j'ai menti à ton sujet il y a 15 ans, mais c'était il y a longtemps, alors arrête d'être si égoïste et essaie de passer à autre chose. Tu es célibataire et sans enfant de toute façon, alors pourquoi ne veux-tu pas les aider en payant pour les réparations et les rénovations de la maison? Fais ce qu'il faut et sois une meilleure fille. » Voir le message était comme un coup de poignard dans la poitrine. L'audace de minimiser les luttes que j'avais traversées et les conditions que j'avais posées parlait de son manque d'empathie. La tentative de me culpabiliser en soulignant mon statut de célibataire et sans enfant ajoutait une couche supplémentaire d'insensibilité. Son insinuation que je devrais prioriser leurs besoins au détriment de mon propre bien-être était non seulement offensante, mais soulignait également à quel point il me considérait peu. Frustré et avec un fort désir de justice, j'ai décidé qu'il était temps de prendre les choses en main et de révéler la vérité qui avait été cachée pendant trop longtemps. Je me suis assise pour écrire un email à mes parents et à mes proches, partageant les détails douloureux de mon enfance et le traitement injuste que j'avais subi en grandissant. Dans l'email, j'ai décrit l'environnement strict et oppressif sous le toit de mes parents et comment ils me traitaient par rapport à mon frère jumeau. L'email abordait également la rumeur malveillante et complètement fausse que mon frère avait répandue à mon sujet à l'école, ce qui avait conduit à de graves conséquences et affecté ma réputation. J'ai écrit comment mes parents m'avaient mis à la porte et que sans ma grand-mère, j'aurais pu mourir dans la rue. Vers la fin, j'ai demandé à tout le monde de lire un message que mon frère m'avait envoyé. J'ai joint une capture d'écran où il admettait avoir menti à mon sujet. C'était une confession claire que j'espérais exposerait les mensonges qui avaient persisté pendant trop longtemps. J'ai envoyé l'email il y a 1 heure et je sais que tout va éclater une fois que mes parents et mon frère l'auront lu. Je vous tiendrai au courant de la réaction de ma famille à mon email. Mise à jour 2. Cela fait 1 mois depuis ma dernière mise à jour et beaucoup de choses se sont passées ce mois-ci. Comme vous pouvez l'imaginer, ma famille a explosé après avoir reçu l'email. Mes parents ont reçu des critiques de la part de proches qui n'étaient pas au courant de l'ampleur du favoritisme et des abus émotionnels. Beaucoup de membres de la famille m'ont contacté pour me dire qu'ils n'étaient pas au courant de tout cela et se sont excusés de ne pas avoir été là pour moi. Mon frère et mes parents m'ont envoyé une série de messages qui devenaient de plus en plus abusifs et violents, alors j'ai contacté un avocat qui leur a envoyé un avis de cessation et d'abstention. Cela les avertissait de ne plus me contacter, sinon ils devraient faire face à de graves conséquences légales. Je suppose que cela les a effrayés, car ils ont cessé de me contacter. Ma grand-mère pense que j'ai fait ce qu'il fallait en informant tout le monde de ce qui s'était passé et elle me soutient à 100%. Elle est la seule personne qui compte pour moi, alors je suis contente qu'elle soit de mon côté. Mise à jour 3. Cela fait 2 mois depuis ma dernière mise à jour et je suis heureuse de vous annoncer que tout va bien pour moi en ce moment. Professionnellement, mon entreprise de rédaction de contenu prospère. Les invitations à parler lors de séminaires et de podcasts continuent d'affluer, consolidant ma position en tant que figure respectée dans mon domaine. Je suis aussi proche de ma grand-mère que jamais. J'ai récemment pris une pause dans mon travail pour passer du temps de qualité avec elle. Elle s'est mise au jardinage ces jours-ci et m'a beaucoup appris sur diverses fleurs et herbes dans son jardin. Les moments que j'ai passés avec elle, que ce soit en partageant des repas, en s'engageant dans des conversations sincères ou simplement en profitant de la compagnie de l'autre, sont mes souvenirs préférés et chéris. Ma famille ne m'a pas contacté après la lettre qu'ils ont reçue de mon avocat, alors je suis contente qu'ils restent à l'écart. Personnellement, j'ai commencé à aller en thérapie, alors j'espère pouvoir travailler sur ma guérison. Ce sera la dernière mise à jour pour l'instant.